Les désorientés de Amin Malouf aux éditions Grasset. Je porte dans mon prénom l'humanité naissante, mais j'appartiens à une humanité qui s'éteint, notera Adam dans son carnet 2 jours avant le drame. Jamais je n'ai su pourquoi mes parents m'ont appelé ainsi. Dans mon pays natal, ce prénom était rare et personne dans ma famille ne l'avait porté avant moi. Je me souviens d'avoir posé un jour la question à mon père. Il m'avait simplement répondu « C'est notre ancêtre à tous », comme si je pouvais l'ignorer. J'avais 10 ans et je m'étais contentée de cette explication. J'aurais peut-être dû lui demander tant qu'il était en vie s'il y avait derrière ce choix une intention, un rêve. Il me semble que oui. Dans son esprit, j'étais censée appartenir à la cohorte des fondateurs. Aujourd'hui, à 47 ans, je suis contraint d'admettre que ma mission ne sera pas remplie. Je ne serai pas le premier d'une lignée. Je serai le dernier, le tout dernier des miens. Le dépositaire de leur tristesse accumulée, de leur désillusion ainsi que de leur honte. À moi incombe la détestable tâche de reconnaître les traits de ceux que j'ai aimés, puis de hocher la tête pour qu'on rabatte les couvertures. Je suis le préposé aux extinctions, et quand viendra mon tour, je tomberai comme un tronc, sans avoir plié. Et en répétant à qui voudra l'entendre, c'est moi qui ai raison, et c'est l'histoire qui a tort. Ce cri orgueilleux et absurde résonne constamment dans ma tête. Il pourrait d'ailleurs servir d'exergue à l'inutile pèlerinage que j'effectue depuis 10 jours. En retournant vers ma terre inondée, je pensais sauver quelques vestiges de mon passé et de celui des miens. Sur ce chapitre, je n'attends plus grand-chose. Quand on cherche à retarder l'engloutissement, on court le risque de le hâter. Cela dit, je ne regrette pas d'avoir entrepris ce voyage. Il est vrai que chaque soir, je redécouvre pour quelles raisons je me suis éloignée de ma patrie natale. Mais je redécouvre aussi chaque matin pour quelles raisons je ne m'en suis jamais détachée. Ma grande joie est d'avoir retrouvé, au milieu des eaux, quelques îlots de délicatesse levantine et de sereine tendresse. Ce qui me redonne pour l'instant du moins un nouvel appétit de vivre, de nouvelles raisons de me battre, peut-être même un frémissement d'espoir. Et à plus long terme. À long terme, tous les fils d'Adam et Ève sont des enfants perdus. Le premier jour. Chapitre 1. Jeudi, en s'endormant, Adam ne pensait pas que le lendemain même, il s'envolerait vers le pays de ses origines, après des lustres d'éloignement volontaire, et pour se rendre auprès d'un homme à qui il s'était promis de ne plus adresser la parole. Mais l'épouse de Mourad avait su trouver les mots imparables. « Ton ami va mourir. Il demande à te voir. » La sonnerie avait retenti à 5 heures. Adam avait saisi son téléphone à l'aveuglette, appuyé sur l'une des touches éclairées, répondu « Non, je t'assure, je ne dormais pas » ou quelque autre mensonge de cet ordre. Son interlocutrice lui avait dit ensuite « Je te le passe ». Il avait dû retenir son souffle pour écouter celui du mourant, et même ainsi, il avait deviné ses paroles plus qu'il ne les avait entendues. La voix lointaine était comme un bruissement d'étoffe. Adam avait dû répéter 2 ou 3 fois « bien sûr », et « je comprends », sans rien comprendre ni être sûr de rien. Quand l'autre s'était tu, il lui avait adressé un prudent « au revoir ». Il avait prêté l'oreille quelques secondes de plus pour vérifier que l'épouse n'avait pas repris l'appareil, puis il avait raccroché. Il s'était tourné alors vers Dolores, sa compagne, qui avait allumé la lumière et s'était assise dans le lit, adossée au mur. Elle donnait l'impression de peser le pour et le contre, mais son opinion était faite. « Ton ami va mourir. Il t'appelle. Tu ne peux pas hésiter, tu y vas. »« Mon ami ? Quel ami ? Cela fait 20 ans qu'on ne se parle plus. » De fait, depuis tant d'années, chaque fois qu'on mentionnait devant lui le nom de Mourad et qu'on lui demandait s'il le connaissait, il répondait invariablement « C'est un ancien ami. » Souvent, ses interlocuteurs supposaient qu'il avait voulu dire à un vieil ami, mais Adam ne choisissait pas ses mots à la légère. Mourad et lui avaient été amis, puis avaient cessé de l'être. Ancien ami était donc de son point de vue la seule formulation adéquate. D'ordinaire, lorsqu'il employait cette tournure devant elle, Dolores se contentait d'un sourire compatissant. Mais ce matin-là, elle n'avait pas souri. « Si je me brouillais demain avec ma sœur, est-ce qu'elle deviendrait mon ancienne sœur ? Et mon frère, mon ancien frère ? Avec la famille, c'est différent, on n'a pas le choix. Là non plus, tu n'as pas le choix. Un ami de jeunesse est un frère adoptif. Tu peux regretter de l'avoir adopté, mais tu ne peux plus le désadopter. » Adam aurait pu lui expliquer longuement en quoi les liens du sang étaient d'une autre nature, mais il se serait aventuré ainsi sur un terrain boueux. Entre sa compagne et lui, il n'y avait après tout pas de sang commun. Cela voulait-il dire que,
si proches qu'ils soient devenus, ils pourraient un jour se retrouver étrangers l'un à l'autre, et que si l'un d'eux réclamait l'autre sur son lit de mort, il pourrait essuyer un refus. Le seul fait d'évoquer une telle éventualité eût été dégradant. Il préféra se taire. De toute manière, il ne servait à rien d'argumenter. Tôt ou tard, il allait devoir céder. Sans doute avait-il 1000 raisons d'en vouloir à Mourad, de lui retirer son amitié, et même, quoi qu'en dise sa compagne, de le désadopter. Mais ces 1000 raisons ne valaient plus rien à l'approche de la mort. S'il refusait de se rendre au chevet de son ancien ami, il en aurait du remords jusqu'à son dernier jour. Il avait donc appelé l'agence de voyage pour réserver une place sur le premier vol direct, le jour même, dans l'après-midi, à 17h30. Arrivé sur place à 23h, il aurait difficilement pu faire plus vite. Chapitre 2. Certaines personnes ne réfléchissent qu'en écrivant. C'était le cas d'Adam. Ce qui représentait pour lui à la fois un privilège et une infirmité. Tant que ses mains étaient au repos, son esprit voguait, incapable de dompter les idées ou de construire un raisonnement. Il fallait qu'il se mette à écrire pour que ses pensées s'ordonnent. Réfléchir était pour lui une activité manuelle. Il avait, en quelque sorte, les neurones au bout des doigts. Fort heureusement pour lui, ces dernières étaient versatiles. Il passait sans état d'âme de la plume au clavier et de la feuille à l'écran. De ce fait, il avait toujours dans sa poche un épais carnet à couverture souple et dans son cartable d'enseignant un ordinateur portable. Selon l'environnement où il se trouvait et la nature de ce qu'il envisageait d'écrire, il ouvrait l'un ou l'autre. Ce jour-là, au commencement du voyage, ce fut le carnet. Il le sortit. Il y chercha la première page blanche. Puis il attendit que le signal lumineux fût éteint avant de rabattre sa tablette. Vendredi 20 avril. Depuis que l'avion a décollé, j'essaie de me préparer à l'épreuve qui m'attend. Imaginons ce que Mourad pourrait me dire pour se justifier, et comment je devrais lui répondre. Ce que je lui aurais dit en temps normal et ce que je pourrais encore lui dire dans son état. Comment lui permettre de s'en aller en paix sans lui mentir exagérément. Comment le réconforter sans me déjuger. Je ne suis pas certain qu'il faille pardonner à ceux qui meurent. Ce serait trop simple si, au soir de chaque vie humaine, on remettait les compteurs à zéro. Si la cruauté et l'avidité des uns, la compassion et l'abnégation des autres, étaient benoîtement passées par profits et pertes. Ainsi, les meurtriers et leurs victimes, les persécuteurs et les persécutés, se retrouveraient également innocents à l'heure de la mort? Pas pour moi en tout cas. L'impunité est, de mon point de vue, aussi perverse que l'injustice. À vrai dire, ce sont les deux faces d'une même monnaie. On raconte qu'au 1er siècle de l'ère chrétienne, quand la nouvelle religion se répandait dans l'Empire romain, certains patriciens s'arrangeaient pour retarder autant que possible leur conversion. Ne leur avait-on pas expliqué qu'au moment du baptême, tous leurs péchés seraient effacés? Alors, ils poursuivaient leur vie de débauche pour ne se faire baptiser que sur leur lit de mort. Je ne sais si ces repentirs tardifs ont quelque valeur aux yeux de la religion. À mes yeux, ils n'en ont aucune. Ni ceux des Romains antiques, ni ceux de mes contemporains. Cependant, il y a à l'heure de la mort une obligation de décence. Cet instant de basculement doit conserver une dignité si l'on veut demeurer humain. Quel que soit par ailleurs le jugement qu'on porte sur le mourant et ses actes. Oui, même s'il s'agit du pire des criminels. Ce qui, je m'empresse de le dire, n'est pas le cas de Mourad. J'aurais bien des choses à lui reprocher, dont certaines s'apparentent pour moi à des crimes. Mais il faut se garder des excès de langage. Il arrive qu'un homme commette un crime sans mériter pour cela d'être appelé criminel. Autant je m'insurge contre l'impunité, autant je me refuse à mettre tous les méfaits sur le même plan, en faisant abstraction des intentions, de l'ampleur ou des circonstances. Sans être absolvantes, celles-ci peuvent être, comme disent les lois, atténuantes. Que le comportement de mon ancien ami pendant les années de guerre constitue une trahison des valeurs qui nous étaient communes, je n'en doute pas un instant, et j'espère qu'il ne va pas chercher à le nier. Mais n'est-ce pas sa fidélité qui l'a amené à trahir? Par attachement au pays, il a refusé de partir au commencement du conflit. Étant resté, il a dû trouver des arrangements, accepter au fil des événements certaines compromissions qui allaient le conduire jusqu'à l'inacceptable. Si j'étais resté au pays, je me serais peut-être comporté comme lui. De loin, on peut impunément dire non. Sur place, on n'a pas toujours cette liberté. Ses vertus, en somme, l'ont perdu. Mes manquements m'ont sauvé. Pour protéger les siens, pour préserver ce que ses pères lui ont légué, il s'est battu comme un fauve. Pas moi.
Dans la famille d'artistes où j'ai grandi, on ne m'a pas inculqué les mêmes vertus. Ni ce courage physique, ni ce sens du devoir, ni cette fidélité. Dès les premières tueries, je suis partie, je me suis sauvée. J'ai gardé les mains propres. Mon lâche privilège de déserteur honnête. À l'approche de l'atterrissage, mon esprit est encore plus confus qu'au décollage. Mourad m'apparaît à présent comme un personnage mineur et déconfit, pitoyable, égaré dans une tragédie qui le dépasse. Si je ne suis toujours pas d'humeur à lui pardonner ses fautes, j'en veux tout autant au reste de l'univers, et aussi à moi-même. Je me rendrai donc à son chevet, sans ressentiment manifeste. Je remplirai auprès de lui mon rôle de confesseur laïque. Je l'écouterai, je lui tiendrai la main, je lui murmurerai des paroles d'absolution pour qu'il meure la conscience calme. Chapitre 3. À l'aéroport, personne ne l'attendait. Et cette incommodité banale qu'Adam aurait certainement dû prévoir puisqu'il n'avait averti personne de sa venue, suscita en lui un débordement de tristesse et une confusion mentale passagère. Il dut faire un effort pour se rappeler que c'était dans sa ville natale qu'il venait d'atterrir dans son propre pays. Le 20 avril. Suite. Je franchis la douane, je tends mon passeport, je le récupère et je sors en promenant sur la foule un regard d'enfant abandonné. Personne. Personne ne me parle, personne ne m'attend. Personne ne me reconnaît. Je suis venu à la rencontre d'un fantôme d'amis et je suis déjà un fantôme moi-même. Un chauffeur me propose ses services. Je consens du regard et le laisse emporter mon bagage vers sa voiture. Une vieille Dodge garée très à l'écart de la file réglementaire. C'est manifestement un taxi sauvage, sans plaque rouge ni compteur. Je ne proteste pas. D'ordinaire, de telles pratiques m'irritent, mais ce soir j'en souris. Elles ramènent à ma mémoire un environnement familier, des réflexes de précaution. Je m'entends demander à l'homme en arabe et avec l'accent du pays combien me coûtera la course, juste pour éviter l'indignité d'être confondu avec un touriste. En chemin, j'étais tenté d'appeler des cousins, des amis. Il était déjà minuit, à 5 minutes près. Mais j'en connais plus d'un qui ne s'en serait pas formalisé et qui m'aurait invité avec insistance à venir habiter chez lui. Finalement, je n'ai appelé personne. J'éprouvais soudain l'envie de me retrouver seul, anonyme et comme clandestin. Cette sensation nouvelle commence à me plaire, incognito chez moi parmi les miens, dans la ville où j'ai grandi. Ma chambre d'hôtel est spacieuse, les draps sont propres, mais la rue se révèle bruyante, même à cette heure-ci. Il y a aussi le ronronnement entêtant d'un air conditionné que je n'ai pas osé éteindre par crainte de me réveiller complètement moite. Je ne pense pas que le bruit m'empêchera de dormir. La journée a été longue, mon corps ne va pas tarder à s'engourdir, et mon esprit de même. Assis dans mon lit, sans autre lumière que celle de ma lampe de chevet, je songe sans arrêt à Mourad. Je m'efforce de l'imaginer tel qu'il devrait être à présent. La dernière fois que nous étions ensemble, il avait 24 ans et moi 22. Dans mon souvenir, il était prospère, carnassier, tonitruant. Depuis, la maladie l'aura certainement flétri. Je l'imagine à présent dans sa vieille maison familiale, au village, dans un fauteuil d'infirme, le visage livide, une laine sur les genoux. Mais peut-être est-il plutôt à l'hôpital, dans un lit métallique entouré de tuyaux, de perfusion, d'appareils qui clignotent, de bandages. Avec tout à côté, la chaise où il me demandera de m'asseoir. Demain, je le saurai.